Bonjour, bienvenue à Mode d'emploi, le premier podcast de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre, la COCDMO. Mon nom est Sonia Cormier, je suis directrice générale de la coalition et j'ai eu cette idée de faire des podcasts pour mettre en valeur les membres de la coalition, soit 11 réseaux nationaux qui regroupent plus de 900 organismes à travers le Québec et dont la mission s'articule autour de l'emploi, de l'éducation, de la formation, du développement local et communautaire, de la promotion et défense de droits. Mode d'emploi parle d'emploi et fait surtout briller l'humain, la diversité des parcours, l'ensemble de l'écosystème du secteur communautaire, des organismes et de leur approche pour accompagner les personnes vers l'emploi. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir notre première invitée. Elle est la présidente de la coalition et aussi la directrice générale du Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre, le RSSMO, Nisrine Aliaya. Bienvenue. Merci, Sonia. Et merci en fait de briser la glace avec moi dans ce premier podcast qui est une aventure de communication. Alors, présente-toi. En fait, j'aimerais en savoir plus sur la personne aussi qui est derrière le RSSMO et ensuite on abordera la mission. Merci pour cette question. Tout ce bagage, je pense qu'il s'est construit tout au long de mon parcours professionnel ici au Québec. On s'entend qu'à mon nom, vous entendez bien que je viens d'ailleurs. Donc, ça fait plusieurs années que je suis ici au Québec et mon parcours a commencé justement dans le secteur de l'employabilité grâce à un organisme qui m'a accompagnée pendant mon parcours personnel. Et dans une ancienne vie, j'ai travaillé pendant une bonne quinzaine d'années en diplomatie internationale. Et en arrivant ici au Québec, je ne savais pas du tout vers quoi je me dirigeais. Et c'est pas mal grâce à cet accompagnement-là que j'ai pu trouver ma place, puis de me situer dans l'écosystème québécois, de prendre mes pas, puis de comprendre comment ça fonctionne. Donc, conseillère en emploi depuis toujours. Après ça, coordonnatrice de projet en employabilité, directrice générale d'organismes communautaires. Actuellement, effectivement, je suis à la tête du réseau des services spécialisés de main-d'œuvre. Ce réseau-là, c'est un réseau qui regroupe près d'une cinquantaine d'organismes spécialisés en employabilité. On est sur 14 régions du Québec, puis on a 92 points de service. Mon réseau se caractérise par des éléments très spécifiques. Ces éléments-là sont l'expertise. Et pourquoi je parle d'expertise spécialisée? Parce que nos organismes membres, justement, ils travaillent selon des critères très rigoureux pour un accompagnement extrêmement qualifié auprès des personnes en recherche d'emploi ou qui ont des besoins en orientation ou d'accompagnement. Je parle aussi d'une approche qu'ils utilisent, qui est une approche globale et individualisée. Qu'est-ce qu'on veut dire par une approche globale et individualisée? Cette approche-là est une approche qui prend l'individu de là où il est. Elle va pouvoir le prendre par rapport à son employabilité, par rapport à son accès à un logement, par rapport à son accès à des services autres, par rapport à ses besoins financiers, par rapport à son parcours. Donc, dans sa globalité. Donc, sa globalité. Et qu'est-ce que cela nous aide à faire, effectivement? C'est que la personne, quand elle est bien accompagnée de cette manière-là, ça lui permet d'avoir des interventions structurées, efficaces, en lien avec son besoin réel. Et puis, je donne toujours cet exemple en disant qu'une personne qui n'a pas mangé la veille, ben, elle n'aurait jamais pu te préparer la liste des entreprises pour laquelle elle veut postuler. Ou une personne qui ne se trouve pas une garderie pour son enfant, elle ne va pas être disponible à 100% pour pouvoir s'occuper de son employabilité. Et tout ça est pris en considération dans le cadre de nos interventions. Un autre élément qui est important dans notre approche en tant que réseau, c'est tout le volet stratégique et partenariat public, parce on s'adresse directement à nos partenaires institutionnels dans un objectif justement de faciliter les accès, développer un partenariat durable et de se démarquer par une posture mais nous sommes là et nous sommes un investissement pour le Québec et nous ne sommes pas un coût. Nisrine, est-ce que tu peux me parler en fait des personnes que vous accompagnez et les défis auxquels elles font face aujourd'hui? Oui, absolument. En fait, dans le fond, les personnes accompagnées par les membres du réseau des services spécialisés de main-d'œuvre ont des profils très, très variés. Donc, ça peut être autant une femme, un jeune,
une personne en situation de handicap, une personne adulticiarisée, une personne immigrante, des personnes qui ont plusieurs obstacles à l'emploi. Tous ces profils-là sont accompagnés par chacun des membres de notre réseau. La particularité de notre réseau, surtout, est que c'est un réseau qui est très spécialisé en termes d'intervention et que les besoins au jour d'aujourd'hui dépassent largement ce qui était existant auparavant. Ces besoins-là, justement, c'est plus du tout la recherche d'emploi seulement. Elles ont besoin d'un accompagnement global, personnel, humain. Je pense tout simplement à cette femme immigrante qui arrive dans mon bureau, qui me dit mais je suis ingénieure chez moi et aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est que je fais des ménages. Et ce n'est pas pour dire que faire des ménages, c'est mauvais, mais c'est de dire qu'avec toute la diplomation qu'elle a, donc elle ne manque pas de talent, elle parle français, elle avait tout ce qu'il faut. Cependant, elle vivait des obstacles comme la reconnaissance de ses acquis et de ses compétences, la reconnaissance de sa diplomation et aussi le fait de ne pas comprendre nos systèmes administrativement. Donc, les profils de ces gens-là sont de plus en plus diversifiés et complexes, puis les obstacles à leur accès deviennent de plus en plus difficiles. Tout à fait. Et puis dans ce contexte d'accompagnement qui doit être personnalisé, basé sur une expertise spécifique pour chaque besoin, quel est le rôle de la coalition au niveau stratégique? Bien, en fait, la coalition qui, elle, regroupe quand même 11 membres nationaux qui représentent plus de 900 organisations tout autour du Québec, a un rôle, à mon avis, extrêmement central parce que par son accompagnement de nos regroupements, qui, eux, vont pouvoir accompagner leurs membres. Elle va pouvoir donner plus d'impact, plus de poids à notre parole, donner plus de visibilité, créer des champs d'expérimentation entre les membres de ce réseau-là. Et puis surtout, de pouvoir donner une parole cohérente, nous représenter dans les instances publiques. Et dans mon rôle de présidente, comment que je vois ça? Je vois ça vraiment comme un rôle de cohérence. La coalition devrait être un espace de concertation, un espace de partage, un espace dans lequel tout ce que nous allons pouvoir faire ou pouvoir réaliser va pouvoir être mis au service de nos membres pour qu'ils puissent améliorer leur approche et leur intervention auprès des personnes. Et c'est pour ça qu'on a le bonheur, en fait, de t'avoir à la présidence et de travailler ensemble à ce grand défi. On peut affirmer, Nisrine, que le marché du travail est en pleine transformation. On est plongé dans l'ère de l'intelligence artificielle. En plus, on a des défis démographiques. Il y a aussi de plus en plus de vulnérabilité. Donc, comment analyses-tu la transformation actuelle du marché du travail? Une grande question, Sonia. Ben, ce que je te dirais, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons ce que j'appellerais une transformation profonde du marché du travail. Si je parle de l'automatisation, si je parle de l'intelligence artificielle, si je change la numérisation, la littératie numérique, ben, tous ces éléments-là qui viennent transformer profondément notre marché de travail n'ont pas nécessairement été pris en considération en amont. Et ce que cela engendre, au-delà de la technologie, ce qui frappe le plus, en fait, c'est la vitesse avec laquelle ces changements sont en train d'arriver. La vitesse avec laquelle nos pratiques sont en train de changer, la vitesse avec laquelle nos préparations sont en train de changer. Je parlais dernièrement aussi avec quelqu'un pour lui dire, ça fait pas très longtemps que moi, j'utilisais encore mon stylo pour rédiger mes mémoires. Maintenant, tu entres une information, ben, tu as un produit fini. Et tout ça, à quel point est-ce qu'on est prêt comme société à recevoir ces transformations? Mais en plus de ça, le gros défi, je pense, que nous avons avec cette transformation du marché du travail, c'est que les gens ne sont pas nécessairement prêts. Et puis, pas toutes les personnes ont été préparées à ces transformations profondes. Ceci signifie qu'on devrait avoir ce que j'appellerais des approches plus souples, une flexibilité, une adaptabilité des pratiques. Nos organismes communautaires, c'est ça leur rôle en fin du compte, c'est de pouvoir répondre à ces transformations pour mieux accompagner les personnes dans cette logique dans laquelle ils ne se retrouvent plus.
En s'entend que, juste pour ne pas les nommer, les compétences peuvent devenir désuètes en un espace de temps très, très minime. Lors d'une rencontre que nous avions eue dans un collège il y a quelques mois, on nous parlait de certains programmes justement spécialisés en intelligence artificielle. Puis, les formateurs disaient que lors de l'entrée dans le programme des jeunes, ils étaient tout enthousiastes à avoir, à comprendre, à savoir plus. Mais à la fin de leur programme, ce qu'ils avaient appris au début était déjà désuet. Donc, on s'entend qu'il y a comme toute cette... En fait, ça met une pression constante sur Absolument. l'adaptation, les ajustements qu'on doit faire preuve là, pour s'adapter à la vitesse de croisière à laquelle ça va. Tout à fait. Puis ce qu'il va falloir surtout savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'apprentissage continu n'est plus un slogan. Il faut qu'on soit vraiment en temps réel, en apprentissage continu. Mais pour cela, il faudrait aussi qu'on se dote de moyens et de leviers pour pouvoir ouvrir les portes à des formations d'appoint, pour pouvoir ouvrir les portes à un rehaussement de compétences tout au long, autant de l'expérience professionnelle que pendant la vie, parce qu'on s'entend qu'une personne qui aurait une cinquantaine d'années, puis qui voit arriver un automate dans son écosystème de travail et qui ne sait pas comment l'approcher, s'il n'est pas bien accompagné pour pouvoir l'utiliser, bien, il pourrait carrément être exclu du système. Et puis ça aussi, c'est des situations qui arrivent dans nos bureaux, des personnes expérimentées qui se disent, ben j'ai perdu ma job parce que j'ai été remplacée par la machine. Mais est-ce que c'est vraiment la machine qui l'a remplacée ou est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas réussi à rehausser ses compétences ou on n'a même pas pensé des fois à rehausser ses compétences pour que ce soit lui qui soit derrière cette machine-là? Donc, il y a comme toute cette réflexion de notre rapport par rapport à la machine aussi. Oui, tout à fait, ou adapter les tâches, ou etc. Puis, tu fais en fait aussi référence à toutes les personnes vulnérables, donc qui sont souvent plus touchées par cette transformation-là. Qu'est-ce que ça change concrètement, l'IA, pour les personnes vulnérables, selon toi? C'est encore une fois une grande question. En fait, comment définir la vulnérabilité déjà? Parce qu'une personne vulnérable peut être une personne qui n'a pas d'accès ou qui soit sans emploi, mais c'est aussi des personnes qui peuvent être extrêmement éduquées avec des très grandes diplomations, mais ne pas comprendre comment ça fonctionne sur le marché du travail aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui a des impacts qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ces personnes-là, si jamais on prend les gens qui ont un faible niveau d'éducation, par exemple, l'intelligence artificielle a remplacé plusieurs postes d'entrée. Donc, des choses qu'eux, ils pouvaient éventuellement faire pour pouvoir prendre leur place dans les milieux professionnels. Aujourd'hui, ceci n'est plus possible, donc ils ont besoin de se faire accompagner de façon plus accrue afin d'atteindre des cibles et des objectifs qu'il faudrait qu'on leur donne en même temps parce qu'ils ne sont pas nécessairement conscients de comment ça pourrait fonctionner. L'IA est en plus de plus en plus intégrée dans les processus de recrutement, comme tu dois le savoir. Donc, maintenant, les entreprises, très souvent, utilisent l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire un premier tri de CV, pour regarder des mots-clés, pour voir des compétences techniques écrites. Mais ça devient une barrière invisible pour les gens les plus vulnérables et qui n'ont pas l'habitude nécessairement de travailler par ce moyen-là. Des gens qui, avant, se déplaçaient pour aller emmener un CV en papier puis le déposer à la réception, mais sont par définition, je dirais, exclus du processus. N'oublions pas aussi tout le volet algorithme, parce qu'on s'entend que l'intelligence artificielle n'est pas du tout intelligente. L'intelligence artificielle ne donne pas nécessairement des résultats. Elle nous donne des réponses par rapport à ce qu'on lui a donné comme information. Donc, les personnes les plus vulnérables, s'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, s'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent dépasser, entre guillemets, cette barrière-là, ben, ils vont être encore plus vulnérables. Et puis là, je ne mets pas, entre guillemets, la pression sur l'intelligence artificielle parce que, comme je dis, ça ne dépend pas de elle, ça dépend de l'utilisation qu'on va lui donner. Tout ça pour dire qu'il y a comme il peut y avoir en fait un cercle vicieux dans
il faut que la personne, d'abord, il y a des postes d'entrée qui sont moins présents. Il faut avoir un niveau de compétence. Pour avoir ce niveau de compétence qui nous sert à mieux Exact. comprendre aussi qu'est-ce qui est derrière la machine, comment c'est Exact. constitué, mais aussi comment prompter, quoi lui dire à l'intelligence artificielle pour aller chercher le maximum d'efficacité. Donc, il y a toute la complexité et les deux essences essentielles, c'est-à-dire l'humain Oui. et la machine. Et donc, un peu dans cette optique-là, vous avez fait le RSSMO, un dernier colloque Oui. sur le cœur et le code. Parle-moi en fait de votre colloque, de ce qui est ressorti. Qu'est-ce qui s'est articulé autour du cœur et du code? J'adore. Mais en fait, je te dirais que le code optimise et le cœur donne du sens. Notre colloque s'est tenu au mois de novembre et puis on a travaillé très fort pour le préparer parce qu'on avait des objectifs très clairs dans le fond. On voulait comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle va-t-elle rester au service de l'humain. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire de cette intelligence artificielle un levier pour l'inclusion? Et puis surtout, comment est-ce qu'on va se doter de cadres éthiques d'utilisation de l'intelligence artificielle? Parce que sans éthique professionnelle, nous ne pouvons pas aller de l'avant avec une intelligence artificielle. L'IA peut vraiment accélérer certains processus et certains parcours. On a souvent parlé de la question du temps. Donc, et puis, je me rappellerai toujours de la première fois qu'on m'a parlé de l'intelligence artificielle, puis comment l'intégrer. Mon premier réflexe a été, on ne veut pas de raccourcis. Ce qu'on veut, c'est de mettre l'IA au service de la personne et pas le contraire. Il ne faut absolument pas penser aussi dans ce cadre-là, et puis c'était l'un des objectifs de notre colloque, que le jugement humain n'est pas au centre et puis ne devrait pas rester au centre. Donc, notre colloque, ce qu'il a permis justement, c'est de pouvoir cadrer un petit peu les défis, les enjeux, les opportunités de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais il nous a aussi permis de voir à quel point l'intelligence artificielle ne peut pas être éthique si on ne sait pas comment l'utiliser. Puis le simple exemple que je peux donner là-dessus, c'est que elle est nourrie par l'humain. Donc, elle est teintée par des avis. Alors, si notre jugement comme personne n'est pas pris en considération dans cette utilisation de l'intelligence artificielle, ben, ça ne fonctionnera pas. Puis c'était exactement ça, ce qu'on a ressorti lors de notre colloque. On a aussi parlé beaucoup que l'intelligence artificielle apporte des données, mais c'est l'humain qui les analyse. Et puis, c'est l'humain qui leur donne du sens. Et puis, dans un parcours d'accompagnement, si la personne n'a pas de sens à ce qu'elle veut aller faire, bien, elle ne peut pas réussir son parcours, ni en employabilité, ni nulle part ailleurs. Ça prend du sens, et pour avoir du sens, ça prend du cœur. Ça prend du cœur, absolument. Mais en fait, c'est intéressant aussi comment que tu l'amènes, tu vois, parce que l'intelligence artificielle, si elle ne remplace pas l'humain, mais elle l'outille pour qu'il aille de l'avant. Donc, si on prend l'intelligence artificielle ou le code comme un moyen, ben le cœur ne peut qu'en être plus riche. Tout à fait. Et c'est en ce sens-là, en fait, qui a découlé de ce beau colloque le Livre blanc, qui est un outil, en fait, pour accompagner les intervenants, accompagner les organismes à bien utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux me parler un peu plus du Livre blanc? Bien, ce Livre blanc a été une idée un petit peu folle que je... Et ambitieuse. Ben, je dis folle sérieusement parce que on est une petite équipe au réseau et on a de très grandes ambitions. Et quand je commençais à parler avec mon équipe du Livre blanc, on s'était comme, oh, comment on va faire ça? Quels moyens on veut se donner? Et qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne? Mais par contre, si on ne le fait pas, ben on va perdre tout le momentum de cet événement et puis surtout de notre année qu'on a mis sous la thématique ou la grande thématique de l'intelligence artificielle. Et puis, pour produire le Livre blanc, on a eu un accompagnement de la part de l'un de nos partenaires
qui, lui, nous a fait découvrir que pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour produire un livre blanc sur l'intelligence artificielle. Donc, on a pu collecter le maximum d'informations, justement, les coder, les décoder, enregistrer. Et ça a pris un travail d'analyse assez gros, assez important pour qu'on puisse avoir des résultats qui fassent du sens. Mm-hmm. On a voulu que ce livre blanc soit porteur de messages. On a voulu qu'il puisse nous donner quelques outils, quelques moyens concernant la formation, l'information, l'éthique en utilisation d'intelligence artificielle. Mais surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il y ait un outil solide et fort pour notre réseau et pour les réseaux en employabilité qui veulent utiliser l'intelligence artificielle dans un objectif d'amélioration de l'accompagnement. Donc, oui, réduire certains temps d'intervention, par exemple, avoir un peu moins de temps pour rédiger un CV ou améliorer un profil de lettre de présentation. Mais par contre, utiliser ce temps-là gagné en intervention, en accompagnement, en écoute active, en recherche, et puis surtout en donnant la parole à la personne accompagnée. Mm-hmm. Donc, plus d'écoute, plus de compréhension, en fait, de ses besoins, exact, de ses objectifs pour mieux l'accompagner. Exact. Et laisser à l'intelligence artificielle la tâche de faire certaines fonctions qui sont plus parfois techniques, mais qui peuvent nous prendre du temps. Et qu'est-ce qui est intéressant, en fait, c'est tout le processus de mise en place du livre blanc qui a été fait avec l'intelligence artificielle à partir de toutes les données que vous avez cumulées. Donc, merci Nisrine pour ce beau travail à toute votre équipe. Puis, sachez qu'on va aussi le partager, la coalition, lors de la diffusion du podcast. Bien, merci beaucoup pour cela. Puis, j'espère que ça va être un levier structurant pour plusieurs. Puis, moi-même et mon équipe restons disponibles pour toute question ou questionnement en lien avec ce sujet-là parce qu'on trouve que c'est un levier, l'intelligence artificielle. Il ne faut pas la laisser de côté, mais il faut prendre le temps pour l'intégrer dans nos pratiques. Et donc, prendre le temps, en fait, c'est bien parce qu'on peut faire le pont avec toute la notion de productivité. Ouais. Dernièrement, dans la dernière année, on a été interpellés, autant la coalition que le RSSMO, à se positionner sur la notion de la productivité pour qu'elle soit... et nous, on s'est débattu, en fait, pour qu'elle soit inclusive et axée sur l'humain, un peu comme l'intelligence artificielle, on veut qu'il soit au service de l'humain. Que signifie pour toi une productivité inclusive? Grande question. Toujours des grandes questions. Toujours des grandes questions, effectivement. Bien, en fait, quand on parle de productivité, en général, on pense à des chiffres, à de la performance, à des ressources qui vont être au service pour produire un bien ou un service. Cependant, la productivité inclusive, c'est plus l'idée de la création de la richesse en utilisant le capital humain dans toute sa complexité et le capital humain dans toute sa diversité. Inclure dans la productivité va être égal à une stratégie économique. Une stratégie économique et pas du tout seulement une posture sociale. Pourquoi? Parce qu'en essayant d'intégrer, en essayant d'inclure chaque personne à la hauteur de ses compétences, on va pouvoir faire une différence dans la productivité. Si on prend une entreprise qui a une super productivité financière ou une super productivité par ses moyens, mais qui ne s'occupe pas nécessairement de la main-d'œuvre qui exerce auprès de elle, mais c'est certain que la productivité va en être amoindrie. Par contre, prendre soin de chaque personne dans l'entreprise ou dans l'écosystème qui l'entoure, va faire que la productivité va de toutes les façons augmenter, s'améliorer, puis va pouvoir permettre aussi aux personnes de s'épanouir. Donc, c'est une productivité qui va être, appréciée par toutes les parties prenantes. Et puis, pourquoi, en fait, l'accès au service public d'emploi, on sait que c'est un enjeu. Oui. Donc, c'est un enjeu économique, mais non seulement social. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à ça? Quels sont les enjeux, en fait, des services publics d'emploi? Parce que les services publics d'emploi sont un vecteur de la productivité.
Ben oui. et au service des humains. Bien, en fait, l'accès au service public d'emploi ou au service d'emploi en général est un levier économique majeur. Chaque personne laissée sans accompagnement va systématiquement représenter un potentiel non mobilisé. Un potentiel non mobilisé égale à une perte. Une perte égale à un manque de productivité. Donc, pour nous, la question de l'accès au service public d'emploi est un incontournable carrément. Plus on donne un accès aux personnes, plus on a la capacité de les mobiliser. Et plus on est capable de les mobiliser, plus ils vont pouvoir devenir une valeur ajoutée pour l'écosystème dans lequel nous sommes. La question de l'accessibilité aussi, elle est très importante dans l'accompagnement des organisations. Malheureusement, la difficulté d'accès à certains services peut engendrer des décrochages, peut engendrer des pertes de confiance dans le système en général. Je peux donner l'exemple d'un jeune qui s'adresse à un service public, puis pour une raison ou une autre, un enjeu administratif, un enjeu de temps, il va pouvoir carrément décrocher, puis ce n'est pas du tout notre objectif. Donc, si l'accessibilité à ces services n'est pas garantie à cause de délais administratifs, à cause de non-compréhension de parcours des fois, ou à cause de certains statuts, mais ceci ne peut que générer des résultats négatifs pour l'écosystème. C'est ça, parce que dans le fond, tu fais référence à toutes les personnes qui peuvent bénéficier des services publics d'emploi. Et là, toute la notion aussi de non-recours, que ce soit des non-recours en raison des barrières systémiques, que ce soit des critères d'admissibilité, mais il y a aussi en plus toutes les personnes qui pourraient avoir accès, qui n'ont pas accès pour différentes raisons. Donc, et tout ça, ça a un coût, le non-recours. Absolument. Quel est-il selon toi? Bien, en fait, le coût de non-recours, honnêtement, c'est un coût immense parce que il touche 3 niveaux. Un premier niveau, c'est certain que c'est le niveau humain. Une personne qui ne peut pas avoir recours, bien, c'est une personne qui va se sentir délaissée, un parcours qui va s'allonger. La personne pourrait rester des années, par exemple, ou à l'aide sociale sans se voir mobilisée, sans se voir réactivée. Plus cela s'allonge et plus c'est néfaste pour, même au niveau de la santé mentale, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Plus c'est complexe, c'est ça. Donc, plus c'est compliqué, plus c'est complexe, et moins c'est évident pour l'individu. Donc, ça, c'est vraiment au niveau humain. Mais c'est aussi économique parce que chaque personne qui demeure sans emploi, ben, alors qu'elle aurait pu être accompagnée, ben, c'est du coût pour l'État. Donc, on est en train de désinvestir alors qu'on est supposé investir. Et n'oublions pas aussi le coût social du non-recours, parce que c'est certain que socialement, comme société que nous sommes, ben, ce qu'on veut, c'est qu'on veut se doter de moyens. Et puis, si jamais la personne ne peut pas recourir justement au service public d'emploi, bien, ce que ça donne, c'est qu'elle va décrocher. Donc, elle va être plus à la marge de la société. Puis, ça peut générer plusieurs autres types de problématiques desquelles nous n'avons pas nécessairement besoin. Oui, tout à fait. Surtout qu'on est dans la crise du logement, de l'itinérance. Et donc, les services publics d'emploi sont un maillon de la chaîne de tous les services qui doivent... c'est un déterminant, en fait, de la santé, l'emploi. Oui. Et ça a des répercussions là, sur tout le reste aussi. Et puis, n'oublions pas qu'on est quand même dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, de pénurie par endroit, par secteur. Si on ne fait pas appel à toutes les ressources disponibles dans notre écosystème, bien, ça veut dire qu'on est déjà en train de perdre beaucoup plus que ce qu'on est en train de gagner. Alors, est-ce qu'on peut se donner les moyens d'investir justement dans l'accès, la simplification des parcours d'accompagnement, l'allègement administratif, un investissement conséquent pour nos organismes pourrait les aider justement à aider et accompagner un maximum de personnes à cet effet-là. Oui, tout à fait. Puis, au travers de tout ça, vous accompagnez aussi les gens dans la formation. Absolument. Pour qu'ils puissent être capables de s'intégrer, s'adapter aux besoins du marché du travail, avoir des compétences clés. Donc, en quoi, en fait, la formation des adultes est stratégique dans ce contexte-là? Bien, c'est un petit peu ce qu'on disait tantôt en parlant de l'accélération de tous les changements. La formation, si elle n'est pas adéquate
fait, par rapport aux différents postes que les gens peuvent éventuellement ou veulent éventuellement occuper, ben, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, les compétences évoluent rapidement et avec cette évolution de compétences, on a besoin de les rehausser à chaque fois pour qu'ils deviennent adéquats selon les exigences des employeurs, selon les exigences du marché du travail, puis selon les besoins du poste ou du profil à occuper. Donc, la formation des adultes n'est pas juste stratégique, mais c'est un levier à la productivité et à la performance. Donc, pour faire le lien avec ce qu'on disait justement, c'est que sans formation continue aux adultes, mais les gens ne vont pas pouvoir se placer dans des emplois à la hauteur de leurs compétences, mais encore plus, les emplois vont rester vides et vacants. Au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs situations dans lesquelles on a des personnes disponibles, mais pas pour les postes adéquats. Et vice-versa, on a plusieurs ouvertures de postes, mais on n'a pas de professionnels disponibles pour les occuper. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire des maillages entre les profils des personnes et les profils de postes disponibles? C'est en faisant de la formation selon ces besoins-là. Plus elle est orientée, mieux les personnes sont accompagnées, plus de l'orientation est offerte et plus on va avoir un impact positif dans l'écosystème et sur le marché du travail pour nos entreprises et pour notre productivité. Puis avec tout le défi que autant l'ère de l'intelligence artificielle nous amène à s'adapter très rapidement, le marché du travail bouge vite, mais la formation aussi doit... est-ce que tu penses en fait que la formation doit être encore plus fréquente de manière continue, encore plus, je veux dire, pour vraiment outiller les travailleurs? Je suis à 100% et non pas ponctuelle, tu sais, parce que oui, la formation continue peut exister, mais parfois, on n'avait peut-être pas tendance à la faire de manière, tu sais, sur une séquence là, plus rapprochée. Là, j'imagine que puisque tout s'accélère, est-ce que tu penses qu'on doit aussi rapprocher les temps de formation? Ce qu'il faudrait que je nomme, c'est que nous sommes dans une société de compétences. Et que la formation, si elle s'arrête un jour, ça veut dire qu'on n'est plus à la page pour pouvoir aller de l'avant dans un exercice déterminé. Et que la formation ne peut plus être tout simplement une formation académique pour aller dans une direction ou dans une autre, mais il faut qu'elle soit en lien direct avec tout ce que le type d'emploi ou le type de poste exige. Donc, autant toi qui es directrice générale ou moi-même qui suis directrice générale, si on se dit qu'on a étudié, on a fait nos bacs, nos maîtrises, nos doctorats, s'il le faut, et puis qu'on s'arrête là, bien, toute l'évolution qui a eu lieu ne va plus nous permettre même d'être en mode suivi auprès de nos équipes qui, eux, vont avoir beaucoup plus de compétences acquises avec l'expérience et avec la formation continue. Donc, plus on se forme, plus on sera capable de suivre l'ensemble de ce qui se passe, en fait. Non, c'est ça. Puis il faut toujours, dans le fond, être dans une culture d'apprentissage. Continue. Donc, apprendre tout au long de la vie. Tout au long de la vie, ça ne veut pas dire seulement quand on est jeune, quand on est à l'école, avant le marché du travail, mais aussi pendant après nos 50 nos profils. Toujours, c'est exactement. Je voulais pas le dire. Mais merci. En fait, ça nous éclaire vraiment sur plusieurs enjeux, puis toute la cohérence qu'il faut y avoir et le grand chapeau qu'on doit avoir aussi par rapport au regard autant sur les services publics d'emploi, la productivité, l'inclusivité, la formation. Donc, c'est un peu ce chapeau-là aussi que porte la coalition. Absolument. D'avoir un regard large. Donc, Nisrine, tu es notre nouvelle présidente de la COCDMO depuis juin 2025. J'ai le bonheur de travailler avec toi, en fait, de manière plus rapprochée. Et puis, quel est le rôle de la COCDMO? Qu'est-ce que la coalition peut jouer comme rôle dans ce contexte, puis dans les prochaines années? Si je vais le résumer en une phrase, même si ça va aller beaucoup plus que ça, je vais dire tout simplement que la coalition peut devenir un acteur central dans la structuration des politiques de main-d'œuvre. Je vois ça vraiment comme dans le cadre de la concertation. Je vois ça dans le cadre de la collaboration. Je vois ça dans le cadre de la co-construction. Elle va devoir et pouvoir rappeler à chaque fois le rôle des organismes communautaires. Par rapport aux 4 axes d'intervention qui l'occupent et puis qui sont sa mission. Elle va être un vecteur clé
dans le développement des politiques publiques et des politiques d'emploi, de par son rôle central et puis de par le fait surtout qu'elle couvre un nombre aussi grand d'organisations. Donc, on a le pouls du terrain, puis on a aussi nos interlocuteurs à différents niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau politique, au niveau institutionnel. Elle va pouvoir collaborer avec différents types de ministères aussi parce qu'elle a toute sa crédibilité dans l'écosystème. Donc, pour moi, la coalition va avoir beaucoup à faire dans les années à venir. En fait, c'est une bonne nouvelle en même temps parce que ça fait qu'on a encore du travail à faire. Et puis, ben, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites pour le développement de la main-d'œuvre? Qu'est-ce que je souhaite pour le développement de la main-d'œuvre? Moi, ce que je souhaite est très simple, en fait. C'est investir dans l'accompagnement humain. Parce que plus on investit dans l'accompagnement humain, plus on va avoir des leviers pour une main-d'œuvre qui va être compétente, qualifiée et au bon endroit. Quand on investit dans les services spécialisés d'emploi, on va se doter de leviers pour que les personnes soient intégrées au bon endroit, au bon moment. Il faut considérer que nos services spécialisés en emploi sont des leviers pour l'intégration de la main-d'œuvre dans différents secteurs et dans différents milieux. Il faut nous voir aussi comme une courroie de transmission. Il faut nous voir aussi comme un investissement public. C'est que chaque personne accompagnée va engendrer quand même des revenus pour l'État. Donc, chaque personne compte. Chaque personne compte. Tout à fait. Et si pour le mot de la fin, en fait, si tu avais un message ou des messages à dire aux décideurs, quel serait-il au nom de la coalition, au nom aussi dans ton rôle du RSSMO? Je souhaite un avenir où l'innovation ne va pas prendre la place de l'humain. Je souhaite que les politiques investissent plus dans qui nous sommes parce qu'on est des leviers pour l'avenir. Et ce que je souhaite surtout, c'est que l'humain reste au centre, qu'il ne soit pas remplacé par des machines. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de l'importance de l'humain, on nous regarde vraiment autrement. Alors que c'est lui le cœur et c'est lui qui va nous faire avancer dans l'écosystème. Bien, merci beaucoup, Nisrine Aliaya. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et ce n'est que partie remise. On aura sûrement d'autres occasions pour faire d'autres podcasts. Merci pour ce podcast, Sonia, et au plaisir de continuer notre belle collaboration. Certainement. Merci.